Nicolas Pranzos, que vous connaissez peut-être, que certains d'entre vous ont déjà entendu parler ici, et qui a publié un livre assez remarqué il y a 3 ans qui s'appelle Voyage dans le futur, et dont la conférence de ce soir est une réflexion qui prolonge celle du livre. C'est la première fois qu'il la donne, cette conférence sur les voyages interstellaires. Alors vous avez la primeur. Et il est astrophysicien à l'Institut de l'astrophysique depuis combien d'années? 15 ans. 15 ans. J'en profite pour vous donner le thème de la prochaine conférence. Mardi 15 mai à 19h30, Anne de Courchel, astrophysicienne au service d'astrophysique du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui parlera de l'univers, mais à travers les rayons X, dans la longueur d'onde des rayons X. Après la conférence, il y aura des questions, et ceux qui posent des questions, je leur demanderai de bien vouloir attendre qu'on leur passe le micro pour l'enregistrement, c'est toujours bien meilleur. Je laisse la parole à Nicolas. Merci. Merci Jean. Bonsoir. Il est vrai que le sujet de la conférence de ce soir est un peu inhabituel par rapport à ce qu'on fait d'habitude ici à l'IAP. Je pense que la plupart d'entre vous, vous venez fréquemment lors de nos conférences mensuelles. Mais ce soir, c'est un peu différent. Et je suis ravi de voir qu'il y a presque autant de gens que d'habitude parce que, bon, je sais que, enfin, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la nature de ces points lumineux qu'on voit dans le ciel, les planètes, les étoiles, les galaxies. Donc, vous venez régulièrement pour apprendre un peu ce que racontent les astronomes. Mais je n'étais pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à un sujet qui est l'autre volet de cette histoire, qui constitue un rêve d'enfant pour la plupart d'entre nous, sans doute, à savoir d'aller un jour vers ces points lumineux, vers les étoiles. La possibilité, en d'autres termes, de voyage interstellaire. Il est vrai que ce n'est pas un sujet d'une actualité brûlante. Comme on verra dans un instant, on ne peut pas envisager sérieusement aujourd'hui d'envoyer des sondes interstellaires avec ou sans équipage, même vers les étoiles proches, avant 1 ou 2 siècles. Il en était autrement dans les années 60 et 70. À l'époque, comme vous vous souvenez sans doute, en l'espace d'une douzaine d'années, l'homme était parvenu à maîtriser d'abord l'énergie nucléaire et puis les techniques des fusées et des ordinateurs. Et ça a permis de nourrir les espoirs, les rêves les plus fous quant à la possibilité d'envoyer dans un futur pas très lointain des sondes vers les étoiles proches. Et de nombreux physiciens et ingénieurs se sont penchés sur la question à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme, en explorant des voies nouvelles. Mais malgré leur ingéniosité, tous ces efforts n'ont fait que rendre encore plus évidente la difficulté de la tâche. J'ai pensé néanmoins que ce serait intéressant de revoir un peu ces projets, des projets des années 60, 70, mais aussi des projets ultérieurs qui ont été conçus par la suite, à la lumière de nos connaissances actuelles, avec un œil un peu plus critique peut-être, et puis de voir aussi peut-être quelques spéculations actuelles, ce que la science d'aujourd'hui laisse entrevoir comme possibilité. Il est vrai que c'est des sujets un peu à la limite de nos connaissances actuelles, et même les spécialistes ne sont pas forcément d'accord entre eux. Alors, le plan de cet exposé est le suivant. D'abord, je vais vous donner quelques éléments de base de la physique des fusées. Vous savez que c'est le seul moyen qu'on a actuellement pour se déplacer dans l'espace vide. Alors, on verra quelles sont les performances des modes de propulsion qu'on peut envisager actuellement. Toujours pour des missions interstellaires. Je ne vais pas parler de tout ce qui concerne le transport de la surface de la Terre en orbite circumterrestre, ou même jusqu'à la Lune, ou même jusqu'à Mars, à l'intérieur du système solaire. En fait, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur ces sujets-là. C'est des choses, bien sûr, beaucoup plus familières, on pourrait dire. Je vais me contenter à la possibilité de voyages interstellaires. Et je vais illustrer tous ces propos avec quelques exemples concrets, donc des projets qui ont été élaborés il y a quelques dizaines d'années. Et puis, vers la fin, si on a encore du temps, je vais essayer de vous parler de toutes ces spéculations qui ont émergé ces dernières années
pour des voyages interstellaires plus rapides que la lumière, ce qui est très spéculatif, bien sûr. Donc, on va commencer par quelques rappels, juste pour se rappeler que les étoiles sont loin, très loin. Sur ces diagrammes, je ne sais pas si c'est... Ouais, je pense que ça va là, c'est focalisé. Donc, et même, on pourrait agrandir un peu. Voilà. Alors, sur ce diagramme, vous avez les distances de quelques objets exprimées soit en unités astronomiques, et je vous rappelle que l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Sur cet axe, donc, c'est la distance en unité astronomique. Sur cet axe, c'est la distance en années-lumière. C'est une unité aussi qui est commode quand on parle de distance entre étoiles. Donc, le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière, une unité astronomique. Jupiter à presque 1 heure-lumière, ça fait 5 unités astronomiques. Pluton, la dernière planète du système solaire, à 5 heures, presque 6 heures-lumière, à 40 unités astronomiques. Et puis l'héliopause, donc la limite entre là où les vents solaires tapent sur le milieu interstellaire, se trouve à une centaine d'unités astronomiques. Ça fait environ 13 heures-lumière. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, si je me souviens bien, la sonde Pioneer, qui était lancée dans les années 70 pour explorer les planètes externes du système solaire, a traversé l'héliosphère après presque un quart de siècle de voyage. Et c'est l'objet le plus rapide que l'homme a jamais construit. L'objet macroscopique, bien sûr, pas dans les accélérateurs de particules. Donc ça, c'est l'héliopause. Alors, beaucoup plus loin, à une distance de quelques 10 000 unités astronomiques, ça fait quand même presque 1/10 d'année-lumière, se trouve ce vaste nuage de comètes qui entoure notre système solaire. Ça s'appelle le nuage de Oort. Et bien sûr, c'est un nuage étendu, ce n'est pas une distance précise, ça s'étend dans toute cette région-là. Et puis, l'étoile la plus proche, Proxima de Centaure, se trouve à 4,3 années-lumière. Et Vega, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, dans l'hémisphère nord du moins, se trouve à une vingtaine d'années-lumière. Et puis, la supergéante rouge la plus connue, Betelgeuse, se trouve à 1500 années-lumière. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'espace qu'on a déjà pu parcourir avec notre sonde, au bout de 25 ans quand même, jusque-là. Je vous rappelle, c'est une échelle logarithmique ici, ça va très vite. Donc, on pourrait considérer que les limites du système solaire se trouvent là, puis que l'étoile la plus proche se trouve là. Alors, sur le diagramme suivant, vous avez une représentation des étoiles les plus proches au Soleil. C'est des anneaux concentriques qui vont jusqu'à 12 années-lumière du Soleil, avec le Soleil au centre, et vous voyez des étoiles dont les noms vous sont assez familiers, je suppose, avec le système de Alpha Centaure. C'est un système double autour duquel tourne Proxima de Centaure à 4 années-lumière. Ça, c'est l'étoile la plus proche. Et puis tous les autres qui se trouvent typiquement à quelques années-lumière. Donc voilà les distances qui nous séparent des étoiles, quelques années-lumière. Alors il est évident que si on envisage de parcourir ces distances dans un temps raisonnable, c'est-à-dire une durée comparable à la durée de vie humaine, une cinquantaine d'années, disons, il nous faudra typiquement des vitesses d'1/10 de la vitesse de la lumière au moins. OK. Alors, avec les moyens actuels, si on voulait... Oui, je m'excuse, mais j'ai trouvé pas mal de transparence sur le web. Il y en a beaucoup qui sont en anglais, donc j'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Il y a un certain nombre qui sont en anglais, d'autres qui sont en français. Je ne pouvais pas traduire. Donc, mais ça va? Donc, effectivement, si la mise au point n'est pas bonne. Là, ça va mieux? Oui. D'accord. Donc, effectivement, avec notre sonde la plus rapide, Pioneer, qui est sortie du système solaire, on l'a dit, il y a 1 an ou 2 ans, cette sonde, si elle se dirigeait vers l'étoile la plus proche, elle mettrait 80 000 ans pour l'atteindre. Donc, vous voyez, même à cette vitesse phénoménale, ça fait presque 60 000 km par heure.
Alors maintenant, on va passer probablement aux transparents les plus techniques de tout ce que je vais vous raconter. Donc, il y a quelques chiffres, mais bon, ce n'est pas trop compliqué, je vous assure. Alors, juste quelques éléments de la théorie de fusée, mais vraiment les éléments de base. Une fusée, c'est quoi? Ça se comporte surtout d'une masse de carburant, grand M, qui est propulsée en arrière avec une vitesse petit v. Il nous faut aussi une source d'énergie, parce que c'est ça qui va chauffer le carburant pour le propulser en arrière. Et puis, bien sûr, il y a petit m, c'est la masse du vaisseau, la masse de la charge utile. Ça peut être aussi un équipage, ça peut être les instruments. Et donc, en poussant en arrière, en rejetant en arrière une masse grand M avec une vitesse petit v, le vaisseau avance avec une vitesse grand V. Et à la fin du 19e siècle, le père de l'astronautique, le russe Konstantin Tsiolkovsky, a établi sa fameuse équation de fusée qui est presque aussi célèbre que l'équation d'Einstein E égale mc2, qui est celle-ci, que la vitesse finale de la fusée est le produit de la vitesse d'éjection fois le logarithme népérien de rapport de masse, carburant sur vaisseau. Voilà, c'est assez simple. On peut le réécrire, si vous voulez, d'une autre manière avec l'exponentielle. Alors, ça nous dit quoi, cette équation? Ça nous dit que si on veut aller vite, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce grand V-là, on veut aller aussi vite que possible. Ben, ça dépend des deux facteurs. Soit il faut projeter en arrière notre combustible d'un petit V aussi grand que possible, soit il faut augmenter ce rapport, la masse du carburant par rapport à la masse du vaisseau, autant que possible. Voilà, il y a deux facteurs qui jouent. Donc voyons le deuxième facteur. Le logarithme népérien de ce rapport de masse. Malheureusement, le logarithme, c'est quelque chose qui varie très peu. Vous avez beau augmenter votre rapport de masse, ici vous avez en fonction du rapport de masse qui va jusqu'à 100 000, ça veut dire qu'il y a 100 000 fois plus de carburant que la masse du vaisseau. Le logarithme ne varie que d'un facteur 10. Vous ne gagnez pas grand-chose en jouant avec ces facteurs. Même si vous transportez énormément de combustible, et on en a besoin de combustible. Alors, le deuxième point, on peut essayer d'augmenter autant que possible le petit v, la vitesse d'éjection. Alors là, ça dépend de la source d'énergie qu'on utilise. Dans le cas idéal, parce que cette source d'énergie, c'est quoi? Ça convertit. On peut utiliser n'importe quelle source d'énergie, on verra dans la suite. Ce qui fait une source d'énergie dans le moteur, c'est de convertir une partie de la masse en énergie. Ça, c'est ce que nous a dit Einstein avec la théorie de la relativité restreinte, que la masse est équivalente à énergie. Et selon les processus, on peut convertir plus ou moins de masse en énergie. Alors, dans le cas idéal, si on convertit avec une efficacité petite a, la masse en énergie, on va obtenir une énergie grand T qui est donnée par cette formule-là. Et on va supposer que toute cette énergie est transférée au combustible qui sort du vaisseau, au carburant, ici. Donc, ça va lui donner une énergie cinétique, maintenant, 1,5 de la masse fois V au carré. Alors, si on élimine l'énergie entre les deux, on voit que la vitesse d'éjection qu'on peut espérer d'obtenir, par rapport à la vitesse de la lumière, petit c ici, vous avez reconnu, c'est la vitesse de la lumière, c'est la racine carrée de 2 fois l'efficacité, en gros. Ça, c'est idéal. C'est la vitesse d'éjection optimale qu'on peut espérer d'obtenir, selon l'efficacité de notre processus, on verra dans un instant. Dans la pratique, c'est plus petit, bien sûr, parce qu'il y a des pertes, etc. Alors, quels sont les modes de propulsion qu'on peut envisager? Les plus évidentes, la propulsion chimique, ce qu'on utilise actuellement dans toutes nos fusées. La propulsion chimique, malheureusement, a une efficacité extrêmement faible. Moins d'un milliardième de la masse est convertie en énergie. C'est 10-9 que vous voyez ici, c'est plus près de 10-10 en fait. Ce qui veut dire, si vous prenez la racine carrée de ça, les vitesses d'éjection idéales sont de l'ordre de quelques 100 millièmes de la vitesse de la lumière. 100 000 fois moins que la vitesse de la lumière. Alors, si on voulait, et dans la pratique, bon, c'est à peu près, c'est ça.
Si on voulait atteindre une vitesse finale d'un dixième de la vitesse de la lumière, je vous rappelle que c'est ça notre objectif. On veut que ce grand V ici soit un dixième de la vitesse de la lumière, en gros. Dans ce cas-là, il faudrait un rapport de masse, c'est-à-dire une masse de carburant par rapport à la masse utile qu'on veut transporter, de 10 à la puissance 1300. Alors c'est un chiffre assez grand quand même. J'espère que vous réalisez. Vous savez que dans tout l'univers observable, il y a environ 10 puissance 80 atomes. Donc, même si on voulait transporter un atome, il n'y aurait pas assez d'atomes pour utiliser comme combustible. Mais heureusement, bien sûr, si on n'avait que ça à notre disposition, là, il est clair qu'on n'avait aucune chance. Heureusement, il y a des processus plus efficaces qui convertissent la matière en énergie de manière plus efficace. Et vous connaissez ces deux processus nucléaires, qui est la fission nucléaire et la fusion thermonucléaire. Dans la première, des noyaux lourds, comme l'uranium, le plutonium, sont cassés en noyaux plus légers et ça donne de l'énergie. C'est le principe de la bombe atomique à Hiroshima, c'est le principe de nos réacteurs nucléaires actuels. Et l'efficacité de ça, c'est de l'ordre de 10-3. Un millième de la masse est converti en énergie lors de ces processus. Ce qui donne de vitesse d'éjection idéalement de quelques centièmes de la vitesse de la lumière. Dans la pratique, moins qu'un centième quand même. Ce qui veut que le rapport de masse, si on veut obtenir cette vitesse à la fin, est de l'ordre de 10 puissance 4, 10 000. C'est assez grand encore. Il est difficile d'envisager un vaisseau interstellaire avec un moteur à fission. La fusion thermonucléaire, c'est le processus opposé, des noyaux légers qui rentrent en collision, qui fusionnent pour donner des noyaux plus lourds. C'est typiquement la fusion de noyaux d'hydrogène ou de deutérium, qui est son isotope plus lourd. Et ça dégage aussi de l'énergie. Lors de ces processus, la matière est convertie en énergie avec une efficacité un peu plus grande, 5, 10-3. Ce qui fait qu'on peut obtenir des vitesses d'éjection, ici, petit v, de l'ordre d'un dixième de la vitesse de la lumière. Ça commence à devenir intéressant. Dans la pratique, un peu moins, 3 centièmes, 3 fois moins. Donc là, on atteint des rapports de masse pas trop aberrants, de l'ordre de 20. Et finalement, l'antimatière. Bon, on reviendra dans un instant sur tous ces processus. L'antimatière, en principe, a une efficacité de conversion de matière en énergie de 100%, n'est-ce pas? Puisque chaque fois qu'on a une rencontre d'un atome avec un antiatome, les deux se convertissent à 100% à l'énergie. Mais dans la pratique, on ne peut pas récupérer, parce que la question est qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie par la suite? Est-ce qu'on peut la récupérer pour la transférer ici? Et dans la pratique, la réponse est non. Il n'y a aucun système envisageable qui permet ça. Dans la pratique, l'efficacité est plus faible, ce qui conduit à des vitesses d'éjection de l'ordre d'un dixième de la vitesse de la lumière. Et on obtient des rapports carburant sur masse du vaisseau assez intéressants. Mais là, on verra quand même, ce n'est pas du tout facile d'obtenir les quantités d'antimatière nécessaires. Alors, maintenant qu'on a vu le base de la théorie des fusées, on peut commencer à voir un certain nombre de projets qui ont été développés à partir des années, je dirais, de la fin des années 50. Alors, une des premières idées qui est venue à l'esprit, c'était d'utiliser l'énergie des explosions nucléaires. Il est vrai que dans tout ce que je vais vous raconter, il faut replacer un peu tous ces projets dans le climat de l'époque. À la fin des années 50, on était en pleine guerre froide, il est vrai, mais on avait déjà maîtrisé l'énergie nucléaire, on savait comment faire exploser des bombes nucléaires. Beaucoup de gens qui avaient travaillé sur les armes nucléaires à Los Alamos, là je parle uniquement des États-Unis bien sûr, pas de l'ex-URSS, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, s'ils avaient des projets équivalents, mais ces gens-là, ils avaient construit les bombes nucléaires, maintenant ils pouvaient passer à autre chose, ils pouvaient penser à utiliser ces armes à autre chose. Et ils ont pensé à utiliser ces armes pour pousser une fusée. Et l'idée de base du projet Orion, qui a été développé dans les années 50 par une équipe à Los Alamos pendant quelques années, l'idée de base, c'était d'avoir une plaque métallique
capables d'absorber l'impact d'une explosion nucléaire qui se ferait à proximité. Les débris de l'explosion éjectés à très grande vitesse pousseraient la plaque, qui serait liée par un système d'amortisseur au vaisseau. Et si on répétait les explosions à des intervalles réguliers, on pourrait effectivement pousser les vaisseaux à des vitesses assez intéressantes. Alors, tous les projets initiaux de l'équipe d'Orion dans les années 50, début des années 60, concernaient des vaisseaux pour des voyages à l'intérieur du système solaire, vers Mars ou vers Vénus typiquement. Donc, c'était avec équipage, place crew. C'était des vaisseaux d'une centaine ou une millier de tonnes. Et oui, ici, vous avez des explosions, 5 explosions par seconde, par exemple. Alors, oui, vous avez un autre dessin concernant à nouveau le Orion, avec cette plaque absorbante. Il paraît que beaucoup de détails de ce projet restent encore classifiés, mais il paraît qu'un certain nombre de problèmes, notamment concernant le système d'amortisseur, qui était un problème technique très important, ainsi que l'ablation de la plaque, parce que chaque fois la plaque souffrait de l'impact de l'explosion, était résolue, du moins sur le papier. Il y a un petit prototype qui a été construit, qui a volé jusqu'à une centaine de mètres de hauteur, poussé par des explosifs non pas nucléaires, mais chimiques. Donc, le projet Orion n'a jamais vu les jours, parce que, comme vous vous souvenez peut-être, en 1963, il y a eu le traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère et dans l'espace. Donc, à partir de là, il était impossible d'imaginer qu'on pourrait pousser plus ce projet, et ça a été abandonné. Et c'est le projet des fusées Saturne qui a pris les dessus et qui a finalement amené les premiers hommes sur la Lune. Malgré cela, un des chercheurs qui a travaillé sur ce projet, un des meilleurs physiciens du XXe siècle en fait, qui s'appelle Freeman Dyson, et qui travaille à Princeton même aujourd'hui, a extrapolé cette idée à des vaisseaux interstellaires, mais cette fois-ci sans équipage. Il a essayé de voir si on pouvait utiliser les mêmes principes. Ici, vous avez une illustration du projet de Orion, peut-être une deuxième illustration, avec des explosions répétées, successives. Donc, Dyson a envisagé un voyage sans retour vers l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, et il a constaté qu'il faudrait un vaisseau qui utiliserait environ 300 000 bombes thermonucléaires de 1 mégatonne, qui donnerait au vaisseau finalement une vitesse de 1/10, presque 12% de la vitesse de la lumière, et ça pourrait atteindre Alpha de Centaure presque dans un siècle. Bon, 300 000 bombes de 1 mégatonne, ça dépasse de beaucoup les arsenaux de toutes les puissances nucléaires aujourd'hui. Vous savez, les arsenaux aujourd'hui nucléaires dans tout le monde, c'est environ dans les 10 000 mégatonnes. Là, il fallait 300 000 mégatonnes. Mais Dyson pensait que c'était un moyen extrêmement intéressant pour se débarrasser justement des arsenaux nucléaires. Mais il voudrait surtout montrer la plausibilité de cette idée, ce qu'on pourrait faire avec ces... Est-ce qu'on peut envisager sérieusement d'aller vers les étoiles dans un temps raisonnable? C'était ça son objectif. Donc voilà pour le projet Orion. Alors, le projet le plus sérieux probablement qui a jamais été conçu pour un voyage interstellaire a été réalisé dans les années 70, donc une dizaine d'années plus tard, par une équipe de physiciens qui travaillaient pour la société, le British Interplanetary Society. C'est le projet Daedalus. C'est à nouveau un projet qui utilise la fusion thermonucléaire, mais cette fois-ci non pas explosive, mais la fusion thermonucléaire contrôlée. Je vous rappelle que contrairement à la fission, la fusion thermonucléaire n'est toujours pas maîtrisée aujourd'hui. On ne l'a pas maîtrisée. On n'a pas de réacteurs à fusion. On a des bombes à fusion, mais pas de réacteurs. Il y a diverses techniques qui sont appliquées, le tokamak, la technique par confinement inertiel. Et c'est cette technique-là qui ont adopté les gens qui étaient des physiciens de plasma, qui travaillaient justement sur ce genre de projet à l'époque, pour ce projet qui s'appelait Daedalus. Alors, c'était quoi Daedalus? C'était
un vaisseau à 2 étages que vous voyez ici, avec une énorme chambre hémisphérique ici, où les combustibles, qui seraient des pastilles minuscules de deutérium et de l'hélium-3, seraient éjectés, plusieurs centaines d'éjections par seconde. Ils seraient frappés instantanément par la foudre d'une centaine de canons à électrons. Ils seraient comprimés à des densités énormes et des températures énormes. Et dans ces densités et températures, il y aurait la fusion thermonucléaire qui pourrait avoir lieu, dégageant de l'énergie. Et c'est ça qui pousserait le vaisseau. Alors autour du vaisseau, vous voyez ces réservoirs qui contiennent les combustibles et les carburants. Il faudrait 50 000 tonnes de deutérium et d'hélium-3 pour un vaisseau qui pourrait atteindre 12% de la vitesse de la lumière et qui pourrait donc atteindre une étoile proche. En l'occurrence, bon, ils avaient visé l'étoile de Barnard parce qu'à l'époque, on croyait qu'il y avait des planètes autour. Après, on a compris que les mesures étaient erronées. Mais bon, ces projets concernaient l'étoile de Barnard, mais comme on a dit que toutes les étoiles proches sont à des distances de quelques années-lumière, bon, typiquement, au bout d'une quarantaine d'années, le vaisseau passerait à côté du système de Barnard et pourrait transmettre des informations sur Terre. Si vous avez un autre dessin de Dédalus, comparaison avec la navette spatiale, donc vous voyez l'énorme chambre hémisphérique avec la deuxième étage, et puis cette plaque devant pour justement protéger le vaisseau de l'impact du noyau du milieu interstellaire, parce qu'à ces vitesses-là, même à 1/10 de la vitesse de la lumière, les noyaux du milieu interstellaire se transforment en rayons cosmiques très pénétrants qui peuvent endommager toute l'électronique du vaisseau, donc il faudrait une plaque pour le protéger. Et ici, vous avez un dessin du vaisseau lancé sur sa trajectoire, avec le réservoir du premier étage et du deuxième étage, dont chacun brûlerait fonctionnerait pendant 2 ans environ. Donc, au bout de 4 ans d'accélération constante, le vaisseau atteindrait sa vitesse de croisière d'un 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est la quantité de carburant, de combustible nécessaire. J'ai dit qu'il fallait environ 50 000 tonnes de deutérium et hélium-3. Le deutérium, c'est un isotope qui est très commun ici-bas sur Terre. On le trouve dans l'eau des océans, en abondance. En revanche, l'hélium-3, il n'existe pas sur Terre. C'est un isotope léger qui s'est échappé dans l'espace au moment de la formation de notre Terre. Et on ne le trouve pas sur les planètes telluriques, Mars ou la Lune. Enfin, si on le trouve un peu sur la Lune à cause du vent solaire. Mais 25 000 tonnes d'hélium-3, ce serait la moitié du combustible, c'est très difficile à trouver. Alors où est-ce qu'on pourrait les trouver? Dans l'atmosphère des planètes géantes, qui sont, comme vous le savez, riches en éléments légers. Ils ont conservé la composition du système protosolaire, donc hydrogène et hélium, donc ils ont pas mal d'hélium-3. Et c'est ce qu'ils ont proposé, les gens de Dédalus, effectivement. Donc pour cette raison, la fusée Dédalus serait assemblée près d'une planète géante. Vous voyez ici Jupiter dans le fond, avec un satellite autour. Et donc le combustible serait récupéré dans l'atmosphère de Jupiter. Ici, vous avez une autre image de Dédalus lancée sur son voyage, observé par des gens autour d'une de ces satellites de planètes joviennes. Alors, ce qui est intéressant de voir, parce que ces projets-là étaient les plus sérieux jamais réalisés. C'est-à-dire, ils ont la physique qui existe dedans est tout à fait solide. Ce qu'il faut voir, c'est la technologie. Il est évident qu'on n'a pas aujourd'hui la technologie pour réaliser ça. Déjà, on ne peut pas aller sur Jupiter pour récupérer 25 000 tonnes d'hélium-3, pour commencer. Mais il n'y a rien qui va à l'encontre des lois physiques qu'on connaît. C'est ça que je veux dire par là. Alors, un aspect important de tous ces projets, aussi bien de ce qu'on a vu jusqu'ici que ce qu'on va voir dans la suite, c'est l'énergie nécessaire, la quantité totale d'énergie nécessaire. On peut raisonner soit en termes d'énergie, soit en termes de puissance, si vous voulez. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. On peut raisonner soit à l'un, soit à l'autre, ça revient au même finalement. Alors, la puissance qui serait développée par les moteurs de Dédalus était de l'ordre de
40 terawatts. 40 terawatts, c'est 40 trillions de watts. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur Terre, notre civilisation produit une puissance de 13 terawatts environ. Tout ce qu'on fait, toutes les centrales nucléaires, toutes les centrales qui brûlent du charbon, du pétrole, tout ce qu'on fait sur Terre, toute l'énergie qu'on peut dégager, ben, ça revient à 13 terawatts. Et Dédalus aurait besoin de 40 terawatts pour accélérer à 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors, du coup, on peut avoir une idée, parce qu'effectivement, bon, ça, ce n'est qu'une question quantitative d'énergie. Ça ne veut rien dire. Il y a 3 siècles, on ne pouvait pas disposer d'autant d'énergie qu'on dispose aujourd'hui, c'est clair. Alors, est-ce que ça peut nous donner une idée quand on pourrait fabriquer Dédalus, du moins sur le plan énergétique, quand est-ce qu'on pourrait avoir l'énergie nécessaire? Alors, il est évident qu'on ne peut pas dépenser toute l'énergie de notre civilisation pour envoyer une fusée vers les étoiles, n'est-ce pas? Un projet est raisonnable à partir du moment où on utilise, disons, moins d'un centième quand même de nos ressources en temps de paix. Et il est intéressant de voir qu'en 1968, à la fin des années 60, la fusée Saturne, qui a été employée pour envoyer les astronautes sur la Lune, la fusée du projet Apollo, qui était une monstre en fait, c'était la fusée la plus puissante jamais conçue, développait au moment de son lancement une puissance de environ 0,1 terawatt. C'était à peu près un peu moins d'un centième de la puissance totale mondiale de l'époque. C'était 0,5%, un peu moins d'un centième. Et Saturne, ça a été fait. Ça a coûté cher. Ça a coûté dans le projet Apollo au total, mais c'était espacé sur 10 ans, ça a coûté environ 100 milliards de dollars actuels. Mais c'était quelque chose qui était faisable, c'est-à-dire on pourrait dépenser cette partie de notre richesse, exprimée en termes d'énergie si vous voulez, pour un projet de ce type. Donc, de manière analogue, on peut penser que quand on sera capable de produire 100 fois plus d'énergie que ce que nécessite un projet comme Dédalus, alors on pourra se le payer. Ce serait au moins possible sur ce plan-là. Alors, ça se fera quand? Ben, tout dépend de l'augmentation de notre capacité de produire de l'énergie. Si on suppose que notre capacité augmente de 1% ou de 2% par an, on a des scénarios différents. Mais vous voyez que dans tous les cas, il faudra attendre. Ici, il y a un changement d'échelle. Là, ça va par décennies jusqu'à 2000. Donc ici, vous voyez la production mondiale. Au début des années 70, il y a un fléchissement à cause de la première grande crise pétrolière. Et puis, on change d'échelle. C'est pour ça que ça semble augmenter plus rapidement. Mais c'est l'échelle temporelle qui a changé. Donc, en réalité, la pente n'est pas différente de celle-ci. Donc, 1% ou 2%. Donc, on voit que c'est seulement vers l'an 2200, c'est-à-dire dans 2 siècles, qu'on sera capable de disposer d'autant d'énergie qui nous permettrait de donner une petite fraction, 1%, pour alimenter une fusée interstellaire. Et ce genre de considération s'applique de manière très générale à tous les projets qui sont basés sur une technologie raisonnable. Ce n'est pas un mystère. Hein. Vous pouvez très facilement calculer l'énergie qu'il vous faut. Vous connaissez à quelle vitesse il vous faut lancer votre fusée. On a dit 1/10 de la vitesse de la lumière pour réaliser les projets dans un temps raisonnable. Vous pouvez évaluer la masse nécessaire. Bon, vous n'avez pas envoyé 1 gramme, ça n'a pas beaucoup de sens, bien qu'on verra par la suite que ça pourrait avoir un sens d'envoyer 1 gramme. D'habitude, quand même, ce sera quelques centaines de kilos, 1 tonne avec des instruments. Donc, du coup, vous avez l'énergie cinétique de cet objet. Et vous pouvez calculer combien d'énergie il vous faut aussi pour le pousser. Donc, toujours vous arrivez à des chiffres de cet ordre-là. Ici, vous avez dans le diagramme d'en bas, c'est le même diagramme, sauf que c'est en termes d'énergie et non pas en termes de puissance. Bon, cette énergie, c'est intégré sur le temps, mais ça revient au même. Donc, ça nous dit qu'avec les techniques habituelles, on ne pourra pas penser à envoyer une sonde interstellaire avant 1 ou 2 siècles. C'est pour ça que vous avez ici, j'ai trouvé ça dans un vieux numéro Pour la science, des années 80, je crois. 2130, 2200, premiers allées simples pour les étoiles. Effectivement, il semble difficile d'imaginer
quelque chose avant cette date-là. Alors, jusque-là, nous avons vu les performances de la physique nucléaire, la fission, plutôt la fusion nucléaire pour un vaisseau interstellaire. On a vu aussi que l'antimatière semble plus prometteuse. Il est vrai que son efficacité de conversion de matière de masse en énergie est plus grande. À titre, juste pour illustrer ça, l'énergie libérée par l'annihilation d'1 gramme d'antimatière est équivalente à celle qui est libérée par la fission de 5 kg de plutonium. Et ça fait une bombe de Hiroshima, juste avec 1 gramme d'antimatière. Et ça correspond aussi à 23 réservoirs de la navette spatiale, donc chacun fait 1 millier de tonnes de combustible chimique. Or, le problème, c'est que, contrairement aux autres combustibles, l'antimatière n'existe pas dans la nature. On sait ce que c'est l'antimatière, on l'a fabriquée au laboratoire, mais elle n'existe pas dans la nature, ce n'est pas un combustible qu'on veut trouver dans la nature. L'antimatière, il faut la fabriquer, et on sait la fabriquer. C'est le processus inverse. C'est la matérialisation de l'énergie. Dans les grands accélérateurs, comme celui qu'on a à CERN ou à Fermilab aux États-Unis, on accélère des particules à des vitesses très proches de celles de la lumière. Les particules rentrent en collision sur une cible de métaux lourds et leur énergie cinétique est transformée en particules, une myriade de particules, dont certains antiprotons, particules d'antimatière. Et ces antiprotons, on peut en capturer un certain nombre par des champs magnétiques et puis les stocker, parce que se pose aussi les problèmes du stockage. L'antimatière, si ça touche les parois de votre piège, ça s'annihile immédiatement. Donc, mais on sait aussi stocker. Bon, la technique est encore dans ses balbutiements, mais on peut imaginer de manière très raisonnable de stocker. Donc, on peut fabriquer l'antimatière et la stocker. Mais dans quelle quantité? Alors, nos capacités jusqu'à très récemment, en 1998, étaient de l'ordre de, ici c'est les chiffres, 10-9 grammes par an. 10-9 grammes, ça fait un nanogramme. Et effectivement, c'est très peu, parce que c'est particule par particule qu'on fabrique l'antimatière et qu'on la capture. Ce n'est pas en quantité, c'est particule par particule pratiquement. Et ça, c'était pour une année de fonctionnement de l'accélérateur de Fermilab, près de Chicago. Alors, on peut raisonnablement espérer, grâce à des modifications qui ont fait pour d'autres raisons dans cet accélérateur, que ce sera augmenté de facteur 10. On pourra aller jusqu'à 10 nanogrammes très bientôt, ces années-là. Alors, je vous rappelle que le coût du fonctionnement de Fermilab, c'est 50 millions de dollars par an. Donc, vous voyez, on produit un nanogramme d'antimatière pour 50 millions de dollars. C'est sans aucun doute le matériau le plus cher, la substance la plus chère qu'on puisse jamais imaginer. Je ne connais rien qui coûte plus cher que ça. Du moins, qu'il ne soit pas vivant. Parce que dans les vivants, c'est différent. Alors, il est vrai que ces accélérateurs-là ne sont pas dédiés à la production de l'antimatière. Ils fonctionnent pour autre chose, pour la physique de base. Leur objectif principal n'est pas la production de l'antimatière. On pourrait donc imaginer des accélérateurs de facilité dédiés uniquement à la production de l'antimatière, avec des améliorations pour ce qui concerne le stockage, la capture des antiprotons, etc. Donc, ce qui pourrait amener la production mondiale par an jusqu'à 10-6 grammes. Ça fait un microgramme, un millionième du gramme, pour un coût 10 fois plus faible peut-être. Dans ce cas-là, on pourrait avoir, donc en augmentant l'efficacité d'un facteur 100, en divisant le coût d'un facteur 10, on pourrait avoir un microgramme par an pour 50 millions de dollars. Mais pas beaucoup plus. On ne peut pas envisager raisonnablement pour les décennies à venir la production de quantités plus importantes d'antimatière. Alors la question est, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette quantité-là? Est-ce qu'on peut faire grand-chose avec un microgramme d'antimatière? Alors, sur les transparents suivants, vous avez quelques projets de voyage, soit à l'intérieur du système solaire, jusque-là ou jusqu'à la héliopause,
soit aux nuages de comètes d'Oort, soit des projets interstellaires. Et pour chacun de ces projets, des voyages interstellaires, pour chacun de ces projets, vous voyez la vitesse qu'il faut pour les réaliser dans un temps raisonnable. On a dit ici, pour ces projets-là interstellaires, il nous faut quelques dixièmes de la vitesse de la lumière. D'accord. Ici, il nous faut des vitesses plus faibles. Hein. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on aimerait pouvoir faire très bientôt. Et puis, ça, c'est pour le futur. Donc, avec 10 microgrammes, pardon, des quantités de l'ordre du microgramme d'antimatière, on ne peut envisager qu'aller jusque-là, à la limite. Donc, sur le transparent suivant, qui est un peu plus complexe, il y a des gens qui ont travaillé, surtout à l'université de Pennsylvanie, il y a un groupe qui travaille sur le système de propulsion par antimatière. Et ici, vous avez la vitesse à nouveau nécessaire pour une mission donnée. Et ici, la quantité d'antimatière exprimée soit en grammes, soit, oui, c'est pareil, sur cet axe. Et vous voyez qu'avec 1 microgramme, c'est tout ce qu'on peut espérer pour les décennies à venir, on peut envisager d'envoyer une mission avec une charge utile d'une dizaine, voire une centaine de tonnes, donc ça peut être équipé, à Jupiter, dans un an. On peut aussi, pour une quantité équivalente, envoyer dans 50 ans, un voyage de 50 ans, au nuage de comète de Oort, une charge utile d'une centaine de kilogrammes. Donc, ce sera une mission sans équipage. Mais, pour envisager des voyages vers les étoiles, ici, de voyages interstellaires, avec des charges de... soit pour chaque mission, vous avez 4 courbes. C'est ça qui rend les diagrammes compliqués. Chaque courbe dépend de la charge utile. C'est 100 kg, 1 tonne, 10 tonnes, 100 tonnes. Donc, là, il nous faudra quand même 1 tonne d'antimatière, des quantités de l'ordre de 1 tonne d'antimatière. Ça, on peut oublier pour pas avant 1 ou 2 siècles, au moins. Donc, on revient à nouveau au chiffre précédent. Alors, ici, vous avez juste une image d'un vaisseau imaginé par les gens de l'Université de Pennsylvanie, le Icahn Spacecraft, qui serait pour une mission vers Jupiter, avec équipage, en utilisant justement 1 microgramme d'antimatière. Vous imaginez 1 microgramme d'antimatière. C'est une quantité extrêmement minuscule. Bien sûr, elle sera utilisée pour chauffer les fluides, le carburant qui serait éjecté à l'arrière du vaisseau. Donc, vous voyez le moteur. La taille ici, c'est 10 mètres. Donc, ça vous donne une idée des dimensions du vaisseau. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle probablement ce vaisseau-là, que vous avez vu quelquefois. C'est le vaisseau de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un voyage vers Jupiter. Et ça passe à nouveau dans le grand écran Italie, en panoramique. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Alors, la longueur de ces vaisseaux, qui est de l'ordre de la centaine de mètres ou plus, avec cette forme très longiligne, ben, ce n'est pas un mystère. Et dans le cas, Clark avait vu bien à l'époque, parce que ça date des années 60. Là, vous voyez aussi, c'est le même dessin. Mais il y a un objectif, c'est de protéger l'équipage des rayonnements ionisants très dangereux qui sont dégagés par les moteurs. Il faut être aussi loin que possible. Une autre mission avec quelques un peu plus sérieuse cette fois, c'est la mission AIM-STAR. Bon, AIM, c'est pour Antimatter Initiated Microfusion. Donc là, c'est un mécanisme un peu différent. On utilise l'antimatière, mais pour catalyser des réactions de fusion. Et c'est un projet à nouveau de même université pour une mission à 10 000 unités astronomiques. Donc ça, c'est la limite du nuage de Oort, qui durerait 50 ans. Et là, il utilise 130 microgrammes d'antimatière. C'est une quantité quand même assez importante. Et la vitesse terminale, c'est 3 millièmes de la vitesse de la lumière. C'est assez faible pour envisager des voyages interstellaires, mais au moins, au bout de 50 ans, on peut atteindre pratiquement la limite de notre système solaire. Alors, on a fait le tour de modes de propulsion et, je dirais, des fusées, ce qu'on appelle des fusées classiques. Alors, une fusée classique, c'est celle qui transporte son propre carburant et combustible et son moteur. Tout ça, c'est à bord. Mais il y a eu d'autres idées qui concernent, on pourrait dire, des fusées sans fusée. Des fusées qui ne transportent pas soit leur carburant, soit leur combustible, soit leur moteur. On laisse ça derrière, sur Terre, ou on les trouve dans l'espace.
Alors on verra quelques-uns de ces projets qui vont vous montrer que l'ingéniosité des chercheurs, on pourrait dire, ne recule devant rien. Alors une première idée, c'est l'idée du voilier solaire. Vous avez sans doute parlé des voiliers solaires. Vous savez que la lumière, même si elle est constituée de particules éthérées, les photons, exerce une pression sur chaque surface qu'elle rencontre. Ces photons transportent non pas de masse, mais transportent une quantité de mouvement, et quand ils tapent sur une surface, la poussent. Si vous avez beaucoup de photons, cette surface est poussée plus violemment. Et même la lumière du soleil est capable de pousser un voilier. Il y a des projets de voiliers solaires, même pour une... Je ne sais pas si vous connaissez les projets, l'étoile de la tolérance. C'est un projet qui, en principe, serait lancé par une fusée russe à la fin de l'année prochaine, en orbite autour de la Terre. Et si ça marche, le déploiement de cette voile dans l'espace, après, on pourrait envisager une deuxième étape où il y aurait une course vers la Lune. Il y a des gens qui envisagent ça pour les années à venir. Les fonds nécessaires ne sont pas exorbitants. Alors, il est évident que ce genre de projet ne peut pas être utilisé pour un voyage interstellaire, parce que l'intensité de la lumière du Soleil décroît avec le carré de la distance. Et si vous allez un peu plus loin, ben, la lumière du Soleil n'est pas suffisamment forte pour pousser quoi que ce soit. Alors, dans ce cas-là, on pourrait imaginer d'utiliser la lumière d'un faisceau laser. Un faisceau laser installé à l'intérieur du système solaire, près de la Terre ou près de Mercure peut-être, où là, il y a beaucoup plus... Parce qu'il faut voir comment on va alimenter ce faisceau laser. Pour pousser une voile interstellaire jusqu'à des vitesses très élevées. Je vous rappelle que pendant tout le temps que vous avez les faisceaux sur la voile, la voile accélère constamment. Elle subit toujours une force constante. Donc, elle accélère de plus en plus. Et de cette manière, on peut atteindre des vitesses assez intéressantes. Alors, bien sûr, il y a des problèmes, comme dans tous les modes de propulsion. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, première chose, il est certain qu'il faudra de montage optique assez imposant. Parce qu'il est vrai que la lumière laser présente l'avantage d'avoir une faible divergence. Le faisceau laser diverge peu par rapport à un faisceau de lumière normale. Donc, son intensité ne tombe pas avec le carré de la distance. Mais quand même, ça diverge. Et si on veut suivre la voile sur des distances interstellaires, alors là, ça commence à devenir problématique. Il faut donc focaliser le faisceau laser à l'aide d'une lentille. Et il faut développer des lentilles dont la taille, ici vous avez une lentille de 100 km de diamètre, c'est une lentille de 300 km de diamètre. Donc ça devrait être des lentilles, bien sûr, pas sur Terre, mais dans l'espace, en orbite autour de la Terre ou d'une autre planète, pour transmettre, donc, focaliser le faisceau sur la voile, une voile qui aurait un diamètre d'un millier de kilomètres. Un millier de kilomètres, ça commence à devenir conséquent. C'est la taille de la France, peut-être un peu plus grand. Mais on pourrait le pousser. Le deuxième problème, c'est qu'il nécessite des niveaux de puissance assez élevés. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dit que Daedalus nécessite 40 terawatts. Ici, ça se joue entre, tout dépend de ce qu'on veut faire, entre 1 terawatt et 1000 terawatts, beaucoup plus grand que ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut produire aujourd'hui. Et effectivement, tout dépend si on veut simplement voyage aller simple ou rendez-vous, ça signifie si on veut décélérer la sonde à l'arrivée pour effectuer un travail plus approfondi d'exploration du système de l'étoile en question. Alors, vous avez la même chose ici, malheureusement, c'est toujours en anglais. Alors, il y a un projet quand même qui est très intéressant, qui a été proposé, une version, je dirais, miniaturisée de ce concept, qui a été proposé par Robert Forward. C'était le concepteur de la propulsion photonique en 1984. Alors, il a proposé une version miniature qui consiste à envoyer vers une étoile proche, non pas des instruments très lourds, mais une sonde dont le poids total serait de 4 grammes
de quelques grammes. Donc c'est un défi pour les nanotechnologies du futur, développer des instruments ultra légers mais performants tout de même, la mettre sur une voile de diamètre de 1 km qu'on pourrait déployer dans l'espace, dont le poids total serait de 16 grammes et qui serait poussé par un vaisseau laser de 10 gigawatts de puissance. 10 gigawatts, c'est, par rapport aux 10 terawatts, c'est 1/1000 de la puissance qu'on produit aujourd'hui sur Terre. Donc c'est tout à fait raisonnable, sauf qu'il faudrait l'installer quelque part dans l'espace. 10 gigawatts, c'est aussi c'est une centrale nucléaire. Il faudrait installer une centrale nucléaire dans l'espace. Et les focaliser avec une énorme lentille. Alors, avec cette sonde, on pourrait, en une vingtaine d'années, aller, c'est voyage one-way, bien sûr, aller simple, vers Alpha de Centaure. Donc, visiter notre voisin cosmique et l'explorer par les instruments de cette mini-sonde. Ça peut paraître bizarre, mais cette technique, qui a priori ne peut assurer que des voyages aller simples, parce qu'effectivement on pousse toujours, n'est-ce pas? Donc on ne peut que s'éloigner du système solaire. Donc a priori, on ne peut pas utiliser, on ne pourrait pas utiliser cette technique pour des voyages interstellaires aller-retour. On ne peut pas mettre des astronautes dedans, n'est-ce pas? Sauf si, à leur arrivée, ils seraient capables de construire un nouveau faisceau, etc. Mais bon, ça c'est hors question. Et pourtant, Forward, qui est un des meilleurs spécialistes mondiaux des propulsions interstellaires, a réalisé qu'on peut utiliser la même technique pour un voyage aller-retour. C'est un peu compliqué, vous avez ici les schémas, mais en gros, la voile qu'on envoie est comportée de 3 volets, c'est 3 voiles concentriques. Donc, quand on arrive, on pousse jusqu'à une certaine vitesse, quand on arrive près du système en question, étoile Epsilon Eridani, la voile se scinde en deux. La partie intérieure reste un peu en arrière et la partie extérieure est focalisée maintenant vers la partie intérieure. Donc le faisceau laser arrive sur la partie extérieure, qui la pousse toujours, mais celle-là réfléchit la lumière maintenant vers la partie intérieure. Donc du coup, la partie intérieure décélère. Et donc elle décélère, elle arrive, elle freine auprès de l'étoile en question. Donc, les astronautes peuvent descendre. La partie extérieure est perdue dans l'espace. Les astronautes explorent le système et puis ils embarquent à nouveau. Alors maintenant, la voile se scinde à nouveau en deux. C'est la même technique. Le faisceau arrive, il tape sur la partie externe et celle-là focalise le faisceau sur la partie interne qui est poussée vers le système solaire. Et du coup, elles reviennent vers la Terre et une fois qu'ils arrivent, ils sont à nouveau freinés. Donc, si on avait la puissance que vous avez ici, c'est-à-dire le 10 puissance 7 gigawatts, ça fait 10 000 fois la puissance actuelle aujourd'hui, on pourrait envoyer une sonde avec équipage, explorer le système le plus proche au bout de 40 ans et revenir. Il nous manque seulement la quantité d'énergie nécessaire. Mais sur le papier, ça a l'air de marcher. Oui, c'est important quand même que ça marche sur le papier. Et ici, vous avez le voile qui est scindé en deux, etc. Alors, donc, je passe sur un certain nombre de choses un peu moins intéressantes. Et j'ai résumé... Ah oui. Alors, dernière chose, donc de fusée sans fusée. Imaginez un vaisseau qui est capable d'accélérer continuellement sans combustible, sans carburant à bord, et d'atteindre des vitesses très proches de celles de la lumière. Ce qui permettrait à son équipage, profitant des effets relativistes de la dilatation du temps, d'aller dans d'autres galaxies durant la durée de vie de son équipage. Alors, ce vaisseau existe sur le papier toujours, ça s'appelle Ramjet. Ça a été conçu en 1960 par un physicien qui travaillait à Los Alamos à l'époque, par Roger Bassard, qui était manifestement inspiré par l'idée des avions à réaction. À l'époque, on commençait à voir, comme vous vous souvenez probablement, les premiers avions à réaction qui absorbent l'air et le sortent par derrière, l'éjectent en arrière. Alors Bassard a réalisé que les milieux interstellaires n'est pas vide. Bon, ça, on le sait.
Il est vrai qu'il est très raréfié, mais il n'est pas complètement vide. Il y a un atome d'hydrogène par centimètre cube dans le milieu interstellaire. Alors, il est vrai qu'un atome par centimètre cube, c'est une quantité extrêmement faible. Mais si vous allez vite, si vous avez préalablement accéléré par un autre moyen, ce qu'on a vu jusqu'ici, alors là, vous allez vite. Et quand vous allez vite, vous rencontrez plus d'atomes par unité de temps. Et si vous avez une grande surface collectrice, vous pouvez capter pas mal d'atomes d'hydrogène et vous pouvez les faire brûler par fusion thermonucléaire dans votre moteur. Et c'est ça l'idée de Ramjet. De capter les milieux interstellaires par un champ magnétique, manifestement, et de les brûler dans les moteurs et l'éjecter en arrière et de pousser les vaisseaux. Alors, vous avez sur le transparent suivant une image de ces vaisseaux. Ce n'est pas juste l'image que vous avez là parce que la surface collectrice n'est pas en proportion. Sa taille devrait être beaucoup plus gigantesque, quelques milliers de kilomètres. Ce serait essentiellement un champ magnétique de la taille de la Terre, déployé en amont du vaisseau. Peut-être ce qui est plus raisonnable, c'est ça. Vous avez un filet, une sorte de filet magnétique, mais en fait, ce n'est pas un vrai filet, c'est les champs de force du champ magnétique, pardon, les lignes de force du champ magnétique. Alors, Bassard a fait quelques calculs qui ont été vérifiés par la suite par d'autres. Il a supposé que le vaisseau commence avec une vitesse non pas relativiste, disons 1/100 de la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qu'on peut obtenir par d'autres moyens. Et ensuite, il rencontre toujours sur son chemin un atome par centimètre cube, un atome d'hydrogène. Alors, dans ces conditions-là, il serait capable d'accélérer toujours à 1 g, l'accélération de la pesanteur au niveau de la Terre. Et si vous avez un vaisseau qui accélère toujours à 1 g, vous vous rendez compte que vous pouvez atteindre des vitesses très proches de celles de la lumière. Je vous rappelle qu'aucun des projets qu'on a vus jusqu'ici ne peut nous assurer, même sur le papier, on a parlé de la fusion, on a parlé de l'antimatière, on a parlé de la propulsion photonique, aucun de ces projets ne peut nous faire aller plus vite que quelques dixièmes de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas encore des vitesses relativistes, on n'appelle pas ça des vitesses relativistes. Les vitesses relativistes sont celles qui sont au-delà de 0,7 ou 0,8 de la vitesse de la lumière. C'est là où les effets de relativisme, de la dilatation de temps se manifestent. Je suppose que vous êtes familier avec la dilatation de temps relativiste, le paradoxe des jumeaux, le fait que si vous avez un système en mouvement qui va assez vite, très proche de la vitesse de la lumière, le temps semble s'écouler plus lentement que dans un référentiel au repos. Donc, on peut faire quelques calculs en supposant qu'on a un vaisseau capable d'accélérer à 1 g et voir dans combien de temps, mesuré à bord par son équipage, il pourrait atteindre les objets lointains. Et on voit que ce vaisseau-là serait capable d'atteindre Vega, qui se trouve à 20 années-lumière de la Terre, au bout de 4 ou 5 années à bord. Bételgeuse, c'est la géante rouge la plus proche, la supergéante rouge la plus proche, qui se trouve à 1500 années-lumière. Ici, c'est la distance. Donc, il serait atteint au bout de 15 années environ, temps mesuré à bord. Le centre galactique, qui se trouve à 25 000 années-lumière, il serait atteint dans une vingtaine d'années. Les nuages de Magellan à 150 000 années-lumière en 25 ans. La galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière dans une trentaine d'années. L'amas de la Vierge dans 35 ans. Et puis le bord de l'univers observable dans la durée de vie de l'équipage. Bon, bien sûr, vous imaginez que ici, on arrive à des vitesses qui sont à 99,9% de la vitesse de la lumière. Des vitesses extrêmement relativistes. Et il est évident que, bon, on ne peut pas espérer qu'on peut accélérer aussi longtemps. Pour une raison, c'est que dès qu'on sort de la galaxie, le milieu intergalactique n'a pas cette densité, c'est beaucoup moins dense. Mais en fait, c'était trop beau pour être vrai, parce qu'assez rapidement, on a réalisé que le projet avait pas mal de problèmes. Tout d'abord, pour pouvoir canaliser les milieux interstellaires par un champ magnétique, vous savez que les champs magnétiques exercent sa force uniquement sur des particules chargées.
Or, le milieu interstellaire est essentiellement neutre, sous forme atomique. Donc, il faudrait d'abord l'ioniser par un puissant faisceau laser qui frapperait en amont. Donc, ça, c'est concevable, probablement. Il faudrait des aimants super puissants pour déployer des champs magnétiques aussi puissants dans le milieu interstellaire. En tout cas, beaucoup plus puissants que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais surtout, ce qui n'est pas très clair encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'on serait vraiment capable de brûler les combustibles, même si on collecte l'hydrogène. Il ne faut pas oublier que cet hydrogène, c'est des milieux interstellaires, c'est au repos en principe. Mais dans le référentiel de ramjet qui arrive à grande vitesse, mais on a l'impression d'avoir du combustible qui rentre dans la fusée à une vitesse très grande, une vitesse égale et opposée. Et pour faire brûler ces combustibles dans les moteurs à fusion thermonucléaire, il faut d'abord les ralentir. Sinon, ça va passer à travers. Donc, quand on ralentit quelque chose, on encaisse forcément l'impact, même si ça se fait à travers un champ magnétique. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont proposé que le ramjet, ce serait plutôt un frein excellent pour les fusées interstellaires, plutôt qu'un accélérateur. Parce qu'il n'est pas très clair qu'il pourrait brûler les combustibles à la manière dont Bassard avait rêvé. Mais en tout cas, c'est le seul projet qu'on a actuellement, même sur le papier, pour atteindre des vitesses relativistes. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Donc ici, vous avez un résumé, je ne sais pas si c'est visible, oui, de tous les projets que j'ai présentés un peu jusqu'ici. La fission, la fusion, l'antimatière, la propulsion photonique par laser, quelques combinaisons, et puis le ramjet. Voilà. On pourrait... Ah oui. Donc, tous ces projets concernent des voyages rapides. Alors d'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est, je parle peut-être beaucoup trop. 8h35. Ben, oui, je vois. D'accord. Bon. Peut-être... ok, on va s'arrêter bientôt, ne vous inquiétez pas. Dans 5 minutes... on pourrait envisager d'autres possibilités concernant des voyages lents vers les étoiles. Et bien sûr, les auteurs de science-fiction se sont donnés à cœur joie à imaginer ces genres de possibilités. Placer les astronautes en hibernation, ce qui pose des problèmes de physiologie assez importants. La prolongation de la durée de vie par des manipulations génétiques. Si on arrive à vivre 10 000 ans, bon, un voyage de 1 millier d'années vers l'étoile proche, après tout, ce n'est pas aussi long que ça. Des arches interstellaires, des vaisseaux de génération, comme on les appelle, ou des arches interstellaires. Il y a des gens qui ont imaginé des vaisseaux énormes transportant leur écosystème avec eux. Donc des vaisseaux, vous avez ici la taille, par exemple, de 0, 10, 50 km. Donc vous voyez, au total, ça fait 200 km de longueur. Ce seraient des colonies essentiellement. Ce qu'on appelle des sphères de Bernal. C'était un physicien anglais qui a envisagé ça le premier dans les années 20. Et puis à l'intérieur, il devrait y avoir des écosystèmes entiers avec une faune et une flore, et un océan, etc. Bon, ou ces genres de choses qu'on a déjà vues avec une petite rivière au milieu. Ça fait plus beau. Bon, jusqu'ici, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, oui, tous ces projets de colonies spatiales ne présentent pas tellement de problèmes sur le plan de la physique ou de la technologie parce que, bon, on ne veut pas aller très vite. Mais en revanche, ça présente beaucoup d'autres problèmes sur le plan de la sociologie, sur le plan de est-ce qu'on est capable de construire un système hermétiquement fermé, capable de fonctionner pendant des siècles, etc. Mais en tout cas, tous ces projets sont basés sur de la physique qui est connue. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, la fusion, l'antimatière, la propulsion photonique, le ramjet, etc., c'est la technologie qui n'est pas connue. Et peut-être on ne l'aura jamais, ça dépasse beaucoup notre capacité actuelle. Mais la physique sur laquelle ça s'appuie, c'est de la physique standard, c'est de la physique qu'on apprend à l'université sans problème. Maintenant, il y a des projets qui sont basés sur de la physique spéculative, de la physique qui n'est pas bien établie, qui est à la limite de nos connaissances actuelles et qui fait l'objet de quelques recherches actuelles.
il y a un certain nombre de projets qui impliquent, par exemple, la traversée des trous de verre, ce qu'on appelle des trous de verre, l'utilisation de l'énergie du vide quantique, ce qu'on appelle un warp drive, c'est quelque chose qui a été proposé il y a quelques années par un physicien mexicain, Miguel Alcubierre, qui s'appuie sur la déformation de l'espace-temps, et un certain nombre d'autres projets. Il y a quelques années, la NASA a établi un service au John Glenn Research Center qui s'occupe justement de ce genre de projets, qui essaye d'identifier les techniques, ou plutôt la physique susceptible de donner un jour, d'aboutir à des projets qui pourraient nous transporter aux étoiles dans un temps raisonnable et qui utilisent justement des extrapolations de la physique actuelle. Ça s'appelle, le programme s'appelle Breakthrough Propulsion Physics Project. Il y a peu de gens qui travaillent actuellement là-dessus à la NASA. Ils essayent, bon, ce n'est pas un projet sur lequel, vous comprenez, on peut travailler en plein temps parce que bon, les idées géniales de physique ne viennent pas d'un jour à l'autre, donc on ne peut pas travailler en plein temps. Mais ces gens-là essayent de s'appuyer sur ce qui se fait par ailleurs. Donc, j'avais prévu un certain nombre de choses, mais malheureusement, je crains que ça va nous amener assez loin quand même, cette physique spéculative. Donc, je préfère m'arrêter là et peut-être on aura une autre, l'année prochaine, peut-être on aura une autre conférence sur justement les voyages, les possibilités de voyages interstellaires que laisse entrevoir la physique moderne. Mais ce sera vraiment de la spéculation, parce que même les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus sur tous ces projets. OK. Ah, je n'ai pas encore terminé. Je voulais vous montrer quelques images, parce qu'on ne sait pas très bien comment on ira un jour vers les étoiles. Est-ce qu'on ira avec ce genre de fusée que vous voyez dans je sais pas moi, dans la guerre des étoiles? Est-ce qu'on ira peut-être avec des vaisseaux de notre imagination, comme celui-là? Pour ma part, je préfère garder cette image parce que je crois que c'est celle qui stimule le plus l'imagination. Donc, je préfère laisser la question ouverte pour l'instant. Et qui sait, un jour, peut-être, quelqu'un viendra avec une idée géniale qui nous permettra de franchir les espaces interstellaires. Donc voilà, merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Il y a un problème que je vois très rarement soulevé par rapport au voyage interstellaire et surtout au voyage à très haute vitesse dans l'espace. Le problème, c'est que les particules qu'on va rencontrer dans l'espace, l'impact de ces particules-là sur la coque, elle va être extrêmement dévastatrice. Parce que vous imaginez, bon, on se rapproche, on va à 0,074% de la vitesse de la lumière dans l'espace. Mais si on heurte une toute petite saloperie comme un dixième de grain de sable, ça va traverser la coque de part en part. On n'a surtout pas les matériaux qui nous permettraient d'affronter des collisions pareilles, avant même d'inventer le système de propulsion qui nous permet d'aller plus loin et plus vite. Oui, vous avez... c'est un problème que je ne vois jamais abordé. Enfin, quand on parle des voyages interstellaires en général. Bien que tout à l'heure, j'ai l'impression que j'avais parlé un peu. J'en ai présenté quand j'ai présenté Daedalus, j'ai montré la plaque qu'il y avait devant et qui avait cet objectif-là. Mais ce n'est pas vrai. Dans les projets relativement sérieux comme Daedalus, comme peut-être pas Orion, je ne suis pas sûr. Mais dans beaucoup d'autres projets, il tient compte de ce problème qui est un problème réel. Il y a deux dangers. L'un vient des noyaux du milieu interstellaire, noyaux de gaz, surtout de l'hydrogène. Et le deuxième, là on connaît leur densité, c'est 1 par centimètre cube. Et puis ça vient aussi des grains de poussière, qui sont beaucoup plus gros, les grains de poussière, que les atomes, bien sûr. Sauf qu'ils sont beaucoup moins, leur densité est extrêmement faible. Mais en tout cas, on la connaît aussi, la densité des grains de poussière dans les milieux interstellaires. On peut calculer l'érosion que ça provoquerait à la coque d'une fusée qui irait à, disons, 1/10 de la vitesse de lumière pendant une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que les gens ont proposé justement de mettre une plaque devant, une plaque protectrice. Je ne sais pas, je vais chercher ce que j'avais ici comme Daedalus, mais c'était, je crois, apparent.
Voilà, devant, il y avait quand même ce genre de choses, de plaques. D'habitude, bien sûr, ça alourdit un peu les vaisseaux, mais c'est des plaques qui doivent avoir une épaisseur quand même de, tout dépend de la vitesse qu'on a à la fin, mais de plusieurs dizaines de centimètres, hein, entre quelques dizaines de centimètres et 1 mètre. Donc des plaques constituées de graphite ou de beryllium ou de ce genre de métaux pas trop lourds quand même qui pourraient encaisser le... Parce que dans le milieu interstellaire, il faudrait être capable de détecter les endroits où il y a des densités plus élevées de ces particules-là, de façon à les éviter aussi. Hein. Parce Oui, que tant que c'est des petites poussières, ça va. Mais si c'est un caillou, c'est fini. Hein. La plaque, elle vole. Enfin, oui, bien que je crains qu'il sera difficile de manœuvrer quand même avec ces gens. Ah ben oui, justement, mais le problème, il est là, c'est qu'il faut détecter ce qu'on a devant, quoi. Un peu comme quand on voyage dans la mer, il faut pouvoir voir les récifs. Je suis tout à fait d'accord. C'est surtout là aussi un problème. Mais en général, ils tiennent compte de ça. Les projets sérieux tiennent compte de ça. Bon, bah, c'était tout. Du point de vue de la vitesse d'éjection, est-ce qu'on peut gagner quelque chose avec une technique comme la magnéto-hydrodynamique ou est-ce que cette question de rendement d'éjection n'a pas d'importance? C'est plutôt le rendement. Quand j'ai présenté le basique ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette équation, ça dépend essentiellement de l'efficacité de votre processus. Parce que idéalement, vous imaginez que vous transférez toute cette énergie dans le cas dans le carburant qui sort sous forme d'énergie cinétique. Il faut que je retrouve les transparents. Est-ce que vous pourriez montrer ce transparent là? Oui, voilà. Donc, idéalement, vous imaginez que toute l'énergie elle est produite par cette masse grande M et cette énergie est transférée en entier à cette masse M pour la propulser à vitesse petit v. Donc ça, c'est le cas idéal. Ce que vous dites, utiliser la magnétodynamique, etc., ce serait d'avoir une autre source d'énergie obtenue peut-être non pas par cette masse M, mais par ailleurs, par un champ électrique qui serait alimenté par ailleurs, etc. Mais le cas idéal, c'est celle-ci, où c'est l'énergie produite par la masse M elle-même qui est transférée sur cette masse. C'est là où on fait la plus grande économie, bien sûr. On ne peut pas envisager quelque chose de plus économique. Sinon, bien sûr, on peut accélérer encore par des champs magnéto-hydrodynamiques, tout ce que vous avez en tête. Mais ce serait en utilisant une énergie supplémentaire extérieure. Donc là, on sort loin de cette efficacité idéale. On utilise quelque chose de supplémentaire. Oui, s'il vous plaît, le micro, parce qu'il faut que tout le monde entende, parce que... Sur le même slide, enfin sur le même transparent, il y a deux colonnes dans le tableau d'en bas. Il y a la colonne bleue et la colonne violette. Celle-là? Voilà. Oh, j'ai dit, ça c'est dans le cas idéal, ça c'est dans le cas dans la pratique. Alors, qu'est-ce que vous appelez pratique quand il s'agit de vitesse, comme il s'agit là, de 1 dixième ou 1 centième de la vitesse de la lumière? Est-ce qu'on a réussi à pousser une masse à cette vitesse-là dans la pratique? Non, non, certainement pas. Quand j'ai dit dans la pratique, c'est quand on évalue quand même, parce que il y a des gens qui essayent, qui ont travaillé beaucoup sur des projets de fusées qui seraient propulsées par une mode ou une autre. Donc, qui essayent de mettre un moteur, un fluide, un carburant, etc., d'essayer de voir comment l'énergie sera transférée du moteur vers le fluide, vers le carburant, et ils tiennent compte de toutes les, je dirais, les pertes théoriques qu'on a. Vous savez, c'est comme quand vous construisez une voiture. Quand vous pouvez le faire sur le papier, vous pouvez évaluer les performances de votre voiture. Et dans ce cas-là, tous ces chiffres qui sont là sont des chiffres, je dirais, théoriques. Quand je dis dans la pratique, c'est quand on le met sur le papier, on met tout ça ensemble et on essaye d'imaginer quelles seraient les pertes raisonnables qu'on pourrait envisager. Donc ça vient plutôt de là, ça vient pas de... Bien sûr, on n'a jamais réalisé ce genre de projet. Et il y a une question. Il y avait à la fin des années 80, peut-être vers la moitié des années 80, un projet comme un CNES CEA qui s'appelait ERATO, et qui était un projet de réacteur nucléaire, je crois que c'était un neutron rapide, spatial. Il y avait en gros 100 MW dans un seau d'eau.
Et puis de formidables radiateurs, bien sûr, puisqu'on passait par une transformation de Carnot, quoi, source chaude, source froide, pour produire du courant électrique, et ensuite utiliser ce courant pour une éjection rapide qui pouvait être, par exemple, des atomes de mercure. Est-ce que ce projet a péri, ou bien est-ce qu'il subsiste quelque chose? Réacteur nucléaire spatial. Non, effectivement, je ne connais pas le projet en question. Maintenant que vous mentionnez l'éjection des atomes de mercure, il y a effectivement ce qu'on appelle la propulsion ionique. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que, effectivement, j'avais dit que je parlerais uniquement des projets concernant des voyages interstellaires, pas des voyages au sein du système solaire. Alors, effectivement, il y a des moteurs ioniques qui ont été proposés. Il y a un seul moteur ionique qui a fonctionné jusqu'ici, c'est dans une sonde qui s'appelle Deep Space One, c'est une sonde américaine. Et effectivement, ce moteur fonctionne en éjectant, on ionise un gaz, par exemple le mercure, donc on arrache les électrons du noyau et on accélère les noyaux à l'aide d'un champ magnétique ou électrique vers l'arrière, et ça s'appelle une propulsion ionique. Alors, cette propulsion-là s'avère intéressante pour des voyages à l'intérieur du système solaire, pour envoyer une sonde vers Mars, par exemple. Mais c'est seulement maintenant qu'on commence à l'utiliser. Il y a juste une sonde qui a volé là-dessus. Donc, ce projet que vous mentionnez, c'était peut-être un précurseur de ce genre de projet. Mais ça n'a pas assez de la quantité nécessaire ou l'efficacité pour nous amener vers les étoiles, la propulsion ionique. Oui, bonjour. Est-ce qu'actuellement on pourrait expérimenter des voiles solaires pour aller sur la planète Mars ou envoyer des objets sur la planète Mars ou un peu plus loin, non? Poussé par le faisceau laser? Même pas par un faisceau laser. Pour aller sur Mars ou sur Vénus, on peut actuellement avec la pression de la lumière du Soleil. C'est faisable. Il est vrai que l'intensité de la lumière solaire n'est pas extraordinaire au voisinage de la Terre, mais ça permet d'accélérer tout de même. On peut envisager de voyages qui prendraient quelques années pour aller sur Mars, par exemple. Ah non, on n'a jamais déployé une voile dans l'espace. La NASA avait des projets de ce type dans les années 70, mais il n'y a jamais eu une voile. Apparemment, ça pose quelques problèmes techniques. De déployer une voile dans l'espace, ce n'est pas évident. Donc, jamais une voile n'a été déployée dans l'espace. Ça a été conçu, ils ont testé des matériaux, ils ont même vu quel est le plus réfléchissant, quel problème pourrait être posé s'il y avait des grains de poussière qui les transperceraient, etc. Donc, tout ça, ça a été testé, mais au laboratoire, dans des conditions de vide, par exemple, etc. Mais jamais une voile n'a été déployée dans l'espace. Oui, pourtant, ça, on ne risque pas grand-chose. Pardon, on ne risque pas grand-chose en fin de compte. On ne risque pas grand-chose. Non. Ah, oui, à ma connaissance, on ne risque pas, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont considéré que ce n'était pas assez prometteur. Il est vrai que ça pourrait être intéressant. Quand même, la propulsion photonique par voile, ce sera plus lent pour des voyages vers Mars que la propulsion par voie chimique classique. Donc, déjà, pour envoyer des astronautes sur Mars, il faut 9 mois pour le voyage. Donc là, il faudrait plusieurs années. Ce n'est pas envisageable quand même. Ce serait plutôt pour envoyer des sondes. Mais on peut le faire plus rapidement avec des moyens plus classiques. Sauf qu'il est vrai que ça coûte moins. Parce qu'une fois que vous déployez votre voile dans l'espace, vous n'avez pas à transporter tous ces combustibles qu'on est obligé de transporter depuis la Terre pour les sondes, c'est clair. Ça a des aspects intéressants. Peut-être que ça reviendra à la mode, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, il y en a deux encore. Oui, bonsoir. Donc, au voisinage des vitesses relativistes, comment croît la quantité d'énergie pour accélérer un corps d'une masse m? Par exemple, pour passer de 99% de la vitesse de la lumière à 99,9%. Oui, pardon, la question c'était quoi? Comment croît l'énergie nécessaire? C'est exponentiel.
C'est exponentiel, effectivement. Bon, je n'ai pas écrit la formule. Et l'idée géniale de ramjet, c'est que plus vous accélérez, plus vous rencontrez par unité de temps de combustible devant, ce qui vous permet d'accélérer encore plus. Parce que si par unité de temps, vous rencontrez la même quantité de combustible, vous ne pouvez pas accélérer. Mais là, l'idée, c'est que plus vous accélérez, plus vous rencontrez par unité de temps de combustible, ce qui permet effectivement d'aller de plus en plus vite. Mais sinon, c'est exponentiel, effectivement. Ça augmente de manière formidable. L'énergie nécessaire pour se rapprocher du mur de la lumière augmente de manière formidable. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'il y a plus de projets comme ceux que vous avez exposés dans les années 60, enfin aussi sérieux que ce que vous avez exposé? Certains des projets, donc j'ai parlé du projet Orion, c'était début des années 60. Le projet Dédalus, c'était dans les années 70 quand même. C'était les projets par propulsion photonique, donc par le laser, etc. C'était les années 80. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le ramjet, c'était le début des années 60. Alors, vous voyez effectivement que tout ça, c'était fait il y a longtemps, il y a un quart de siècle en gros. Alors, ça s'explique parce que ce que j'ai dit au début de mon exposé, c'est-à-dire le formidable enthousiasme et l'engouement qu'a produit l'aventure spatiale des années 60. C'était la course à l'espace entre l'ex-URSS et les USA. Il y avait beaucoup de gens qui rêvaient à l'époque, qui se disaient, bon, si on arrive à aller sur la Lune, pourquoi pas, les étoiles sont à portée de la main, etc. Mais finalement, toutes ces études et ces projets ont montré que c'est beaucoup trop difficile, que les quantités d'énergie sont phénoménales. Il y a eu aussi surtout la première grande crise pétrolière en 1973 qui a bloqué la plupart de ces projets. Il y avait par exemple à l'époque des projets sérieux pour envoyer des hommes sur Mars, juste après les avoir envoyés sur la Lune. Aussi bien les Russes que les Américains s'est préparé à ça. Mais tous ces projets ont été annulés par le Congrès. Donc ça a donné un coup de frein à tous ces projets. Et depuis, ça n'a pas véritablement repris. Mais on comprend un peu quand on voit les énergies nécessaires. Et c'est pour ça que, mais très récemment, comme je vous ai dit, la NASA a créé ce service qu'il appelle Breakthrough Propulsion Physics Program, et dont l'objectif c'est d'identifier des notions de physique prometteuses qui pourraient un jour nous permettre de réaliser ce genre de voyage. Mais on ne peut pas être certain que ça va donner des résultats. Mais on sent qu'il y a un léger frémissement, que les gens s'intéressent à nouveau. On verra bien. J'espère bien que, bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, à la retraite. Je ne pense pas qu'on verra une sonde interstellaire à ce moment-là. Ce sera trop tôt encore. C'est ce que je regrette d'ailleurs, mais bon. C'est un des rêves d'enfance qui ne sera jamais réalisé, mais bon, je pense qu'il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls. Oui? Avez-vous déjà écrit quelque chose sur la physique spéculative, et si oui, quoi? Si j'ai écrit quelque chose? Oui, édité. Ah, attendez, moi personnellement? Vous, oui. Non. Les autres, je les connais, mais vous? Non, je n'ai pas écrit sur la physique spéculative liée à ce genre de problématiques. Non, j'ai en tête, j'ai un certain nombre de choses, des documentations, etc. Il faut que je trouve le temps pour mettre ça sur le papier, mais je n'ai jamais fait jusqu'ici. Ce que j'ai fait dans Voyage dans le futur, c'était de parler surtout de tous ces projets qui sont basés sur des techniques, de la physique solide et des techniques spéculatives. Mais la physique spéculative, non, je ne l'ai pas encore fait. Il y a eu quelques articles, par exemple, je crois récemment, Pour la science, par exemple, par un physicien américain qui s'appelle Ford. Mais en règle générale, ça va assez vite quand même. Il est difficile de saisir toutes les subtilités. C'est pour ça que j'avais en tête de faire quelque chose de plus long, de plus détaillé. Mais bon, c'est un projet que j'ai en tête. Bonsoir. Moi, ma question va peut-être être naïve et j'ai aucune idée des quantités embarquées, mais pour des moteurs à propulsion nucléaire, quel est le risque pour la Terre d'un accident au démarrage? Ah, ok. Là, la question, effectivement, quel est le risque? Non, l'idée, ce serait d'assembler toutes ces fusées loin de la Terre. Hein. Ce ne serait pas lancé depuis la Terre. Et donc, le combustible, on le trouverait ailleurs. Ok, si c'est des combustibles comme c'est le deutérium et l'hélium 3, pour Dédalus par exemple, dont on a parlé, il est clair que ça n'existe pas sur Terre, l'hélium 3.
C'est un gaz qui existe dans les planètes extrasolaires. Mais même si on le transportait depuis la Terre, comme le deutérium n'est pas dangereux, ça n'explose pas. La seule chose qui est dangereuse, c'est les éléments radioactifs lourds, le plutonium, l'uranium, le thorium. Mais ça, c'est pour des moteurs à fission. Et on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de chances de faire ce genre de choses, d'utiliser des moteurs à fission. Donc, en gros, je dirais que non, il n'y a pas quand même beaucoup de dangers de ce type. Oui, peut-être une dernière question? J'ai une question un peu fantastique à poser. Oui. Pensez-vous qu'il est possible de dépasser la vitesse de la lumière? Oui, si je pense. Bon, même si je vous dis oui, ça n'aurait aucune importance. Hein. Ça n'engagerait que moi. Donc, ma réponse n'a aucune importance fondamentale. Mais dans tous ces projets spéculatifs dont j'ai parlé, dont peut-être on aura l'occasion de parler une autre fois, il est évident que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Dans tous ces projets, que ce soit passer par un trou de verre, utiliser l'énergie du vide quantique, surtout ces warp drivers, tout ça, c'est des projets qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Si on croit les gens qui proposent cette théorie-là. Et il y a beaucoup de débats, même entre les théoriciens. Il y a un qui propose l'idée, un autre qui trouve qu'il y a une faille, mais qui l'améliore un peu, qui découvre qu'on pourrait faire un peu mieux, etc. On essaye toujours de découvrir, en règle générale, si ça viole un des principes fondamentaux de la physique, qu'on aimerait ne pas violer. La vitesse de la lumière en tant que telle, ce n'est pas quelque chose qui nous gêne beaucoup, parce qu'on sait quelles sont les limites de ces postulats. Effectivement, ça s'applique localement, on ne peut pas aller plus vite que la lumière si on emprunte le même chemin que la lumière. Mais si on peut passer à travers d'un trou de verre, donc là, ça change complètement toute l'histoire. Mais il y a d'autres principes physiques qui sont violés, comme par exemple la causalité. Dans la plupart de ces projets, on peut montrer que ça se transforme facilement en une machine à remonter le temps. Et donc, ça viole la causalité et du coup, ça pose d'autres problèmes. Mais donc, la réponse à votre question, c'est peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas. OK, bon, ben merci encore.